tout le monde, bienvenue sur notre émission Sous les projecteurs de Chalon TV. Aujourd'hui, dans des conditions techniques un peu particulières, on va essayer de faire au mieux. Aujourd'hui, donc, une émission thématique sur la santé, sur l'hôpital. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir 3 représentants du syndicat CGT de l'hôpital de Chalon-sur-Saône, et qui regroupe aussi 2 EHPAD, qui, bon, on en parlera après. Alors, bonjour. Donc, l'idée, c'est de savoir un petit peu, vous êtes depuis plusieurs années en manifestation, en disant l'hôpital va mal, et on se rend compte que cette vérité avec le Covid, c'est encore plus évident. Donc, qu'est-ce qui ne va pas à l'hôpital de Chalon, mais à l'hôpital en général? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est dans cette situation où ça ne va pas? Alors moi, bonjour, merci de nous avoir invités. Moi, je peux essayer d'expliquer alors succinctement. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas le seul hôpital public qui fait l'objet de toutes ces difficultés. À l'hôpital de Chalon, en fait, il y a des difficultés financières, avec, bien sûr, quand il y a des difficultés financières, des impacts conséquents sur tous les aspects de la vie de l'hôpital. Ces difficultés financières, elles existent depuis de longues dates, puisqu'il y a une politique, qu'on va dire, pour nous, c'est une politique d'austérité qui a été conduite sur le service public hospitalier depuis des années par les gouvernements successifs, et qui n'est pas contrariée actuellement par le gouvernement en place. Donc on va parler de ce qui se passe ces dernières années. La politique d'austérité, c'est quoi? C'est des économies en fait chaque année qui sont demandées à l'hôpital public, avec l'impact comme impact des suppressions de postes. Donc à l'hôpital de Chalon-sur-Saône, ces suppressions de postes, elles se sont un tout petit peu moins fait sentir, parce qu'il y a un mouvement social conséquent avec des mobilisations personnelles qui sont importantes. Donc je pense que ça a eu son impact. Après, le plan d'économie se traduit aussi par une demande de recettes supplémentaires, donc une hausse de l'activité. Donc en fait, c'est comme dans une usine, quoi. On augmente la productivité, donc on met encore plus à contribution les agents avec un personnel qui n'est pas en augmentation. Donc ça peut expliquer des difficultés dans les conditions de travail au quotidien. Donc ça perdure depuis des années. L'hôpital, il est étranglé. Alors on parlait de la situation financière avant la crise du Covid. Donc on était en déficit de 3,7 millions, 3,6 millions avant en 2019. Donc c'était une situation déjà difficile. Le projet, c'était d'avoir un déficit pour 2020 de 1,6 million pour l'hôpital. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'en parle tout de suite, c'est par rapport à la situation financière actuelle. On a un déficit lié en grande partie à la situation de la crise du Covid, qui est actuellement, donc, lors du dernier CTE qui nous a été présenté. Du dernier, vous pouvez préciser, du dernier? Alors, le dernier CTE, comité technique d'établissement. Donc, on nous annonçait un déficit prévisionnel pour décembre à la hauteur de 9,1 millions d'euros. En sachant que c'est 9,1 millions d'euros, donc c'était avant la deuxième vague. Donc on peut imaginer qu'il sera nettement plus important. Puis si vous voulez, je développerai un petit peu plus sur cet impact sur la situation au quotidien de l'hôpital. Alors, bon, l'hôpital de Chalon est un hôpital neuf, donc il y a des conditions matérielles satisfaisantes. Le problème, c'est un problème de quoi? De nombre de personnel. Concrètement, quel est le problème que vos collègues vivent tous les jours? Le problème, je continue, je laisserai la parole ensuite à Valérie. Le problème, il est à plusieurs niveaux. Donc, il se situe donc, sur la charge en travail liée, parce qu'il faut toujours faire plus d'activités. Donc, on progresse, je ne sais plus les chiffres en tête, mais considérablement chaque année en termes d'activité. Donc, avec un effectif relativement stable. Donc, forcément, ça épuise. Ensuite, il y a tout un problème qui a émergé quand même ces dernières années, qui est la problématique des postes. Et puis pour la première année, je crois que c'est cette année, qu'on a commencé à avoir des grosses difficultés en termes de recrutement, que ce soit aides-soignants et surtout infirmiers, et moi, aussi bien que autant que je puisse remonter dans le temps, au niveau on n'avait jamais eu de recrutement intérimaire dans les professions paramédicales
avant l'année dernière, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un désintérêt notoire des personnels de santé par rapport à l'hôpital. Pourquoi? Parce que c'est pas assez payé, parce que c'est compliqué. Ouais. Comment vous analysez ça? Moi, qu'il y a de moins en moins de personnes? je vais pas... C'est compliqué. Je pense qu'il n'y a pas que cet aspect des choses. C'est vrai que nous, on avait posé le problème en tant que représentant du personnel, surtout au niveau de l'attractivité de l'établissement par rapport aux agents qui pourraient y postuler. Donc l'attractivité, ça va être au regard des conditions de travail, ça va être au regard d'obtenir un statut de la fonction publique rapidement. Donc c'est vrai qu'il y a eu un peu plus de stagiairisation, un peu plus rapide. Il y a eu une politique pour essayer d'être plus attractif de ce point de vue-là. Mais c'est multifactoriel, hein, ce côté-là. Donc, moi, je ne saurais pas dire qu'il y a un désintérêt. Après, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté et que du coup, ça en rajoute encore sur les difficultés financières parce que payer des intérims, c'est cher. Paramédical, puis avant, c'était des intérims. Il y avait beaucoup d'intérim médical sur des spécialités qui sont rares ou qui sont très demandées, comme la réanimation, les médecins urgentistes et puis l'imagerie médicale. Donc ça, on peut vous dire un petit peu, faire cet état des lieux-là, quoi. Donc l'hôpital est déficitaire, mais bon, le gouvernement voudrait que les hôpitaux soient pas excédentaires, mais ne coûtent rien réellement. C'est ça la politique de l'État? La politique de l'État, c'est que c'est vrai qu'ils demandent aux établissements, ils exigent des établissements un équilibre financier, mais avec des règles du jeu qui sont un petit peu mouvantes. C'est-à-dire que moi, je vais essayer de l'expliquer simplement, puis je laisserai la parole après. Ouais. Donc, si vous voulez, chaque année, on vote, nos chers députés votent le projet de loi de la sécurité sociale. Et dans ce projet de loi de la sécurité sociale, il y a un truc qui s'appelle l'ONDAM, c'est l'Objectif national de dépenses d'assurance maladie. C'est une enveloppe fermée. Donc, cette enveloppe fermée, elle est chaque fois valorisée en gros de 2,4% par an. Ça, c'est à peu près le cas depuis 11 ans, 10 à 11 ans. Et la nécessité pour les hôpitaux, ce serait que cette enveloppe soit valorisée chaque année de 4,4 voire 5%. Donc en fait, le différentiel, c'est les plans d'économie qu'il faut que les établissements fassent, en sachant que quand je parle de 4,4% d'augmentation de l'ONDAM demandée, c'est pas que la CGT qui le dit, c'est la FHF, donc la Fédération hospitalière de France, où il y a un nombre considérable de directeurs qui en fait partie, quoi. Qui en font partie, pardon. Alors, voilà. D'autres interventions par rapport à l'état de l'hôpital de Châlons, mais de l'hôpital en général? Quelqu'un veut compléter Moi, je parlerai plus des EHPAD. Des EHPAD, d'accord. Alors, bon, on va dire, donc on va rester un peu sur l'hôpital avant de venir aux EHPAD. Bon, donc l'hôpital était en difficulté depuis très longtemps, vous manifestez, vous alertez les différents gouvernements, puis là, en 2020, arrive le Covid, qui vous arrange personne, et surtout pas le milieu hospitalier, parce que au niveau des conséquences médicales et aussi de travail, c'est une catastrophe. La première vague, la deuxième. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des conditions de travail et de l'état d'esprit de vos collègues qui, tous les jours, vivent ces arrivées de gens atteints du Covid et de tout ce qu'il faut faire pour les soigner? Alors, moi j'aurais quand même un mot à dire. Bien sûr, il y a le Covid. On va parler, d'ailleurs, si vous prenez toutes les chaînes nationales, hein, on parle de l'AREA. Mais moi, je tiens à dire que c'est tous les services qui sont en difficulté. Tous les soignants, tous les services. Il n'y a pas que l'AREA ou les urgences. Tout le monde pâtit du Covid et de cette situation. Et je pense que le personnel a fait beaucoup d'efforts. Et là, il arrive à un stade où il est fatigué. Il en a aussi, il est comme tout le monde, ils ont besoin de repos, ils ont besoin de se poser un petit peu. Et là, avec le plan blanc, on va reculer, ils n'auront pas leur CA, on va leur reculer. Enfin bon, il va y avoir des conséquences. Et on parle du Covid, mais à mon avis, il y aura aussi l'après-Covid. Oui. Parce que c'est le Covid, d'accord, mais l'après-Covid, ça va sûrement être compliqué aussi pour le personnel, pour les patients ou les résidents, les familles.
je pense que là, il faut aussi qu'on s'attende à autre chose. Ce sera l'après-Covid. Enfin, moi, c'est mon avis. Si je peux rajouter, c'est qu'il y a le Covid, il y a l'avant-Covid, et que bon, il y a la fatigue des agents qui étaient avant le Covid, de toute façon, qui dure depuis des années. Le Covid a apporté en plus des gens, du personnel touché par le Covid, donc positif. Oui. Donc on n'a pas exactement le chiffre. À peu près combien, une trentaine, quarantaine? On ne sait pas. Vous ne savez pas combien de personnes chez vous ont eu... Au dernier, il y a 15 jours, au dernier CHCT, Comité d'hygiène des conditions de travail, la question a été posée par les représentants du personnel. On en était à peu près à 122. À part qu'en attendant des résultats, à part que maintenant... on pense qu'en allant, il y en a peut-être plus, mais voilà, on n'a pas les chiffres. Voilà. Donc, à rajouter ça à des absences, vous avez aussi les protocoles A0, J3, si vous êtes cas contact, voilà. Donc, ça désorganise encore plus. Il y a l'avant-Covid, il y a le Covid, et puis il y aura sûrement l'après-Covid. Donc, sachant qu'il y aura peut-être une troisième vague. Donc, voilà. Ouais. Donc, et quand vous dites après-Covid, vous entendez quoi? Vous voulez dire quoi par l'après-Covid? Bon, admettons qu'on trouve un vaccin, que le Covid s'arrête, etc. Ça veut dire quoi l'après-Covid? Ça a été très dur. Alors, moi, je pense que c'est très dur pour les soignants, psychologiquement. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Et pour les patients qui sont... moi, je travaille au SSR de nuit. Oui. Donc, SSR, on dit ce que c'est parce que... Soins de suite, réadaptation. On est 2. Alors, quand c'est pas le Covid, on est 2 dans le service pour 42 malades. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que on est déjà fatigué, même qu'il y ait le Covid ou pas. Maintenant, on a le Covid, alors oui, on a du renfort. Oui, ça peut paraître plus... on a plus de monde, sauf que c'est lourd psychologiquement. C'est lourd parce qu'on n'a pas... Comment dire au niveau des patients, il faut prendre le temps. Nous, c'est des personnes âgées, donc il faut du temps, et tout ça, on l'a pas. On l'a pas avec ou sans Covid, hein, parce que là, moi, ça me fait doucement rigoler, on met tout sur le Covid. Mais on avait dit qu'avant le Covid, c'était déjà... La situation était déjà en crise. Hein. Le Covid, ça a accentué, ça a montré, parce que encore plus que les médias en ont parlé. Voilà. Hein. Oui. Hein, bon, ça a permis de faire sortir un problème qui existait depuis fort longtemps et qu'on a un peu négligé. Bon, vous manifestiez, mais bon, le résultat était quand même pas toujours très probant, même si... moi, je vais rebondir sur les EHPAD, où nos collègues, c'est hyper difficile. Il y a un taux d'absentéisme énorme. Des soignants, des soignants, infirmières et aides-soignantes, qui sont obligés de s'auto-remplacer, ou alors on fait venir, comment ça s'appelle, des intérims. Les intérims, eh bien... Et qui viennent d'où, ces intérims? Ils sont formés, ils viennent... Ah oui, elles sont formées, mais vous vous rendez pas compte, elles ne connaissent pas les locaux, elles ne connaissent pas les résidents. Alors bien sûr, c'est bien, mais c'est toujours aussi difficile. Après, nous, on a un système, c'est Hublot. Donc, on s'inscrit pour revenir retravailler. Tout ça payé en heures supplémentaires. Évidemment que c'est attractif pour certains agents. Ça met un peu de beurre dans les épinards, on va être honnête. Mais tout ça, ça crée une fatigue pas possible et les gens n'en peuvent plus. Il n'y a pas si longtemps, Jacques, il y a un mois, 3 semaines, les EHPAD nous ont appelés. Elles étaient 2 l'après-midi pour 60 patients. Sachant que ces patients demandent beaucoup de temps, parce qu'ils sont handicapés, ils ont du mal à manger, aller aux toilettes tout seul, bon, c'est pas... Oui, 2 pour 60, sachant qu'il manquait 2 aides-soignantes. Bon, après, c'est parce qu'il y a aussi la pénibilité, la fatigue, et puis les arrêts de travail, l'accumulation. Les gens reviennent, bien sûr, pour que ça continue à fonctionner. Donc, après, c'est l'épuisement, c'est pour ça qu'on est dans une situation aussi, des fois, on regrette, quoi. Et nous, ce qu'on regrette, excuse-moi, après, je te passe la parole. Moi, sur les EHPAD, il y a eu un travail de fait. EHPADez-nous. C'est quelque chose qui a été travaillé. Et ça faisait ressortir des choses, des choses qui auraient dû être travaillées, parce qu'au niveau de l'absentéisme, ça, c'était en août 2019. Vous voyez, il n'y a rien de fait. Donc après, là, on s'étonne, on dit, oh là là, mais le taux d'absentéisme, mais bien sûr, il fallait creuser, il fallait tout ce qu'on avait soulevé dans les PADENOU, il fallait y travailler. Et puis vraiment,
on en serait peut-être... Alors, je ne dis pas que ça aurait été merveilleux, mais au moins on aurait fait quelque chose et on aurait avancé. On n'en serait pas là où là, on ne trouve plus de personnel pour venir travailler. Évidemment, à l'heure d'aujourd'hui, tout se sait, hein, réseaux sociaux, tout. Tout est le contraire de tout. On est d'accord. Hein. Et comment voulez-vous que les gens ils aient envie d'aller travailler là où ils savent que ça va être une galère pas possible? On en arrive là où on en est. On parle donc des deux EHPAD Terre de Diane et Boîte Menus. de Terre de Diane à Saint-Rémy et Boîte Oui. Menus à Châlons. Hein. Tout à fait. On peut, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Non, je peux rebondir un peu sur les conséquences sur la crise Covid, hein, sur les conditions de travail, parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, il y a plus de 100 patients hein, sur l'hôpital. Ça veut dire qu'il y a un service Covid dans lequel je travaille, où il y a 21 patients qui sont tous Covid. Et autrement, tous les autres services sont, je parle des services conventionnels, pas réa et tout ça, parce que la réa a son activité propre. Et donc, quand Valérie disait que tous les services étaient mis à contribution, étaient face à des difficultés importantes, c'est vrai que dans tous les services, en fait, ils ont continué d'accueillir des patients qui ne sont pas Covid, parce que c'est vrai que ça nous semblait aussi important de ne pas faire, on va dire, la même erreur qu'il y avait eu de fait au niveau du premier confinement, c'est-à-dire de persévérer dans l'accueil des gens qui n'étaient pas Covid pour éviter les pertes de chance par rapport à des gens qui ont des pathologies chroniques. Tout ça, on est d'accord avec ce qui se casse, c'est que ça pose la difficulté dans les services où en fait ils accueillent des patients qui sont infectés Covid et d'autres qui ne le sont pas. Donc c'est une difficulté. Et pour les équipes, en fait, elles doivent s'adapter à ça. Et du coup, on est face à des changements dans nos organisations. Et on doit un petit peu faire avec le bon sens qu'on a, essayer de s'adapter. Et ça, en fait, c'est pas forcément simple. Et ça met en difficulté. Je pense que ça participe du malaise ambiant, avec la fatigue qui s'accumule. Voilà, moi, il y a ça. Et après, c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on oublie, parce qu'on parle beaucoup des gens qui sont au chevet des patients, mais en fait, un hôpital, il est sous-tendu par tout plein de personnel, hein, qui soit en cuisine, qui soit géré administratif. Voilà, parce que si vous voulez, la CGT, je pense qu'on essaye de faire en sorte qu'un hôpital, c'est quelque chose de global. On ne veut pas justement qu'il y ait de division entre les personnels, on marche les uns avec les autres. Et l'idée, c'est pour ça qu'on a dénoncé un petit peu toutes ces primes qui arrivaient sur les uns ou sur les autres, même si elles sont justifiées, hein, mais parce que en fait, c'est une manière de diviser les gens dans un établissement, alors que, en fait, on participe tous de quelque chose, hein, tout corps de métier, quoi. Alors, quelles sont vos demandes pour maintenant, en Covid-2, peut-être entre Covid-3, et après Covid, quelles sont vos demandes par rapport à l'État, hein, parce que c'est l'État qui fournit le gros des finances. Quelles sont vos demandes pour les personnels, mais aussi pour la gestion de l'hôpital en général? Quelles sont vos demandes? Essayons d'être moi, concrets. Alors, je vais essayer d'axer sur l'aspect financier, en sachant que je pense que c'est important que la population comprenne les choses. Hein, c'est-à-dire qu'actuellement, comme je disais tout à l'heure, on vote, les députés vont voter en deuxième lecture le projet de loi de la sécurité sociale. Il a été, l'enveloppe dont je parlais tout à l'heure, l'objectif national de dépenses des assurances maladie, a été valorisé, alors un peu plus que les autres années, à 3, 4, je ne sais plus, par rapport à une année standard qui est 2, 4. Mais en fait, cette valorisation, elle ne servira qu'à payer les mesures qui ont été mises en place dans le cadre du Ségur, que la CGT n'a d'ailleurs pas validé parce qu'il n'était pas à la hauteur de ce qu'on en attendait, pas seulement au niveau salarial, mais aussi au niveau du nombre de lits, de la création de lits, des recrutements. Enfin, il y avait plein d'autres revendications à l'époque et elles n'étaient pas que salariales. Parce qu'avec nous, dans la rue, il y avait aussi la population et on n'avait pas que ces revendications avec la population. Au niveau salarial, un infirmier qui débute à l'hôpital, il gagne combien? Je ne saurais pas le dire exactement. Ouais. Donc on va pas. Moi, je pense que l'idée, en plus, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, on a envie, nous, de faire en sorte que s'il y a quelque chose qui est mis en place, ce soit pour l'ensemble des catégories. Donc c'est le cas par rapport aux 183 € là, mais simplement, c'est pas à la hauteur du besoin. Hein.
Voilà, on peut en débattre. Hein. On va, comme disait, ça met du beurre dans les épinards et on va pas cracher dans la soupe parce que c'est toujours ça, mais c'est pas à la hauteur du besoin. Et nous, s'il y avait vraiment sur l'après-Covid, nous, ce qu'on aimerait, c'est que on prenne vraiment la mesure de la difficulté auxquelles sont confrontés les hôpitaux publics en France. Donc tout à l'heure, moi je parlais on a un déficit annoncé en octobre, avant la deuxième vague, de 9,1 millions d'euros. Hein, c'est un déficit abyssal, hein, je parle pour l'hôpital de Chalon-sur-Saône. Je ne veux pas parler des autres, dans beaucoup d'établissements, ils n'ont pas eu de chiffres. Nous, on les a eus. Et avec la deuxième crise, c'est vrai que les recettes ne vont pas être au rendez-vous, hein, et il y a des dépenses supplémentaires. Donc c'est vrai que l'hôpital est en extrême difficulté financière. Ça va faire encore plus d'économies pour rattraper nous, ce qu'on ça. aimerait, c'est qu'on prenne la mesure de ces difficultés. Donc c'est-à-dire que nos députés, M. Gauvin en particulier, compris pour ne pas le citer, puisque c'est lui le député de notre circonscription, prennent bien la mesure de la difficulté. Cécile Intermailleur aussi, Cécile Intermailleur, qui est aussi votre député de la circonscription. Oui, mais là, pour le coup, c'est Chalon. Oui, aussi. Non, elle est députée aussi de Chalon. Hein. Ouais, on l'oublie souvent, mais elle a une partie de Chalon. Les députés du département, donc M. Hirsch, M. Roberotte, Mme Intermailleur, Mme M. Gauvin, et voilà. Bon, les 5 députés. Le dernier. Oui, Mme. Disons les 5, ils se reconnaîtront de toute façon. Les 5 députés prennent bien la mesure de ce qui est en train d'être voté, parce qu'il faut vraiment des financements à la hauteur. Actuellement, l'hôpital a des difficultés de paiement par rapport aux fournisseurs. C'est une réalité. Donc on a 170 jours, je crois, qui sont annoncés de délai de paiement par rapport aux fournisseurs. Il y a des fournisseurs qui ne veulent plus livrer. Qui ne veulent plus livrer. Oui. Donc ça devient une vraie difficulté, quoi. Et en fait, quand on vote le projet de loi de la sécurité sociale et l'ONDAM, ça a un impact direct sur les finances de l'hôpital. Et il faut qu'il soit revalorisé à la hauteur du besoin. Parce que ça veut dire que l'année prochaine, on a encore, en 2021, une exigence de 2 milliards d'économies sur l'hôpital public. Je vois un technicien qui s'en va. Oui. Moi, j'aurais un mot sur les agents qui sont en fin de carrière. Ouais. Ça, c'est pareil. Il faut y penser. On arrive surtout, il y a des aides-soignantes, en fin de carrière, pour les reclassements, ces personnes ont des restrictions et elles se retrouvent sur le côté de la route parce qu'on ne peut rien leur proposer. Donc, c'est quand même, elles ont passé une carrière à soigner et à être au chevet des patients. Et elles arrivent en fin de carrière et elles sont là, sur le côté, on les met en dispo d'office et je veux dire, elles se retrouvent avec 500 € par mois. Moi, ça me paraît inadmissible. Je pense que là aussi, il y a des choses à faire. Il y a ça, et je vais avoir un dernier mot, c'est aussi pour les familles. Les familles, c'est important, je veux dire, elles sont... Alors, la première vague, on est d'accord, la première vague, il y avait eu donc fermeture du CH. Et là, nous, on s'est bien rendu compte, parce que nous, on est avec des personnes âgées, et ces personnes vulnérables, on a besoin de rencontrer sa famille, on a besoin de voir, ça paraît tellement humain. Donc la deuxième vague, c'est moins draconien. Voilà. Donc là, les familles peuvent venir voir leurs parents. Il y a des dérogations. Il y a des dérogations, il y a des rendez-vous à prendre. Voilà. Mais il y a quelque chose. Voilà. Il y a quelque chose. Avant, il n'y avait rien. Je trouve que là aussi, pour moi, je trouve ça insupportable. Bien sûr qu'on doit respecter les règles et que ça paraît logique de faire attention, mais il faut aussi penser aux familles, aux résidents, aux patients. Et ce contact, on peut pas le supprimer, quoi. Voilà. Moi, c'était mon... On finit parce que je sais pas. Un petit mot d'importance. Le jour de carence. Oui, il y a le ça, un petit mot d'importance, parce que si vous voulez, dans la fonction publique hospitalière, quand on est absent, si on a un arrêt maladie, on perd un jour de carence systématiquement. Vous savez, pendant la crise
sanitaire du printemps, le ministère avait gelé en fait ce jour de carence pendant la période aiguë. Sauf que là, deuxième vague, alors qu'on est tous mis à contribution dans toutes les régions de France et de Navarre, Oui, tous là, là, y a rien. Là, tout le monde est logé en galère. Ouais. Tout le monde est en galère. On se met pas plus en avant à Chalon qu'ailleurs. Je crois que partout, c'est la galère. Sauf que là, pas de position du ministère par rapport au jour de carence. Donc nous, on a ressoulevé, je pense qu'on n'est pas les seuls, hein, on a ressoulevé le problème au niveau de la direction qui s'est engagé à relayer le problème au niveau de l'ARS pour que ce soit relayé au ministère. Mais si vous voulez, c'est vrai que si la décision elle est prise au mois de décembre, alors qu'en fait il faudrait l'avoir pris au mois d'octobre parce que la crise elle est là, ça va être un peu tard. Et à ça s'ajoute ce qu'il faut que les gens sachent, c'est-à-dire qu'à l'hôpital de Chalon, ça c'est des règles spécifiques, hein, les gens bénéficient d'une surprime en fait, ou non, en fonction de s'ils ont été absents. Voilà. Donc s'ils sont absents plus de 3 jours, eh ben, ils perdent leur surprime. Donc ça veut dire que quelqu'un en fait, qui a un problème Covid ou autre, eh ben, il va perdre son jour de carence et sa surprime, donc ce qui fait qu'il va perdre 300 €. Et nous, c'est vrai qu'on a un peu essayé de dénoncer ça, parce que si vous voulez, c'est quand même c'est un effet assez pervers, c'est-à-dire que des gens qui vont avoir éventuellement des symptômes, pour pas avoir trop à perdre, peuvent être... peuvent ne pas le dire parce qu'ils en sont à essayer de ne pas perdre tout cet argent. Et moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des décisions rapides, en tout cas ça, par rapport à la surprime de la part de la direction. Donc on a refait un courrier. Mais sur le jour de carence et cette surprime, je pense qu'il faut qu'il y ait un caractère un petit peu temporaire pour geler ces mesures-là pendant la crise. Parce que ça a des effets trop importants pour les gens. Ouais. Et puis un dernier mot sur l'aspect psychologique. Je pense que oui, c'est vrai que les gens galèrent parce que ils sont en fait, ils ont un certain, quand on est soignant, on a un certain état d'esprit, d'approche. Et là, en fait, tout est bousculé par cette approche Covid. Tout est bousculé. On a moins le temps d'être aussi près. Et comme le disait Valérie, les familles, c'est important. Les patients n'ont plus forcément ce contact. Avec les familles, et nous, on a encore moins le temps. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment une problématique de cet ordre-là en termes d'humanité, quoi. Même avec toute la meilleure volonté du monde. Bon, et moi, juste un dernier mot, oui. C'est 183 €, parce que ça me tient à cœur. C'est pas un cadeau qu'on nous a fait, c'est un dû, quoi. C'est le gel du point d'indice, c'est vraiment... parce que là, on a l'impression... que c'est extraordinaire, leur augmentation, c'est rien, ils nous le devaient. Ben écoutez, voilà, donc un point de vue du syndicat CGT de l'hôpital de Chalon sur cet hôpital en crise, avant Covid, pendant le Covid, et vous avez compris que après le Covid, ça ne sera pas facile au niveau santé, mais aussi au niveau des conditions de travail de tous ces gens qui consacrent beaucoup de temps à essayer de vous soigner, de nous soigner, de façon humaine, dans les meilleures conditions possibles. Donc on suit l'hôpital depuis très longtemps. On continuera à faire des émissions en espérant que les conditions techniques s'améliorent. Nous aussi, on fait un appel pour qu'on nous aide à travailler dans des conditions, disons, satisfaisantes. Merci à vous et à bientôt pour une prochaine émission. Merci à vous.